Donc on va passer maintenant à l'essai de traction. Donc pour faire un essai de traction, on va avoir besoin d'une machine. Donc on va faire la caractérisation des propriétés qu'on a vues à l'instant, hein, parce que c'est bien beau. On a vu qu'on avait des propriétés modulaires de type E, G, K et qu'on avait des limites d'élasticité associées. On avait parlé de sigma E, on avait parlé de taux, donc de la limite en cisaillement taux de E par exemple. Bah, pour ça, il faut quand même caractériser ces propriétés. Donc on aura besoin de machines d'essai ou de bancs d'essai pour caractériser les propriétés des matériaux. Donc ici, on va s'intéresser à la machine qui va nous permettre de réaliser un essai de traction, donc pour obtenir ces fameuses propriétés à la traction, donc le E, le nu et toutes les contraintes associées que l'on va réétudier bien sûr par la suite. Donc là, je vous présente une machine de traction. Donc vous avez sur cette machine différentes parties, donc un bâti rigide, ici, hein, de part et d'autre, donc on a les colonnes ici qui sont rigides. On va avoir une cellule de force qui va nous permettre de mesurer la force qui va exister donc au sein du matériau. Donc on va avoir cette cellule qui va mesurer la force que subit la machine, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et donc on sait que par le principe de la staticité, on a naturellement le bilan des forces qui vaut 0, somme des forces vaut 0. Donc en gros, ce que subit la machine, c'est ce que subira le matériau. Donc on utilisera ici une cellule de force pour connaître la force au sein du matériau. Donc il sera mis ici entre ce qu'on appelle les morts. Donc la partie qui est ici, la traverse qui est ici va être immobile, alors que la partie qui est ici sera plutôt mobile. Donc on va pouvoir comme ça déplacer la traverse. Donc si on fait de la traction, on va la déplacer bien sûr vers le bas ici, et dès que vous allez vouloir faire de la compression, vous allez monter la traverse vers le haut. Donc on a une traverse immobile en haut, hein, je ne l'ai pas noté, excusez-moi, donc, mais la partie qui est ici est immobile, alors que la partie qui est ici va être mobile. Alors, on va avoir nos éprouvettes. Donc là, ici, vous avez une éprouvette donnée qui va être dite instrumentée. Ça, j'en reparlerai ici. Vous voyez qu'ici, on a un petit capteur. Ce petit capteur, c'est ce qu'on appelle une jauge d'extensométrie qui va mesurer le déplacement local ici de la pièce, donc pour remonter à la déformation, par exemple. Et si on regarde cette éprouvette entre les morts, donc on va la regarder ici, on voit qu'on a bien le mort ici supérieur, donc qui est lié à la partie immobile de la partie traverse de la machine qui est ici, et le mort inférieur qui va être lié à la partie mobile donc de la traverse machine qui est ici, qui va nous permettre, quand la traverse naturellement descend, d'effectuer un effort de traction sur cette éprouvette qui est donc instrumentée. On voit ici que la jauge qui est ici est liée à des éléments, donc ici on a tout simplement des fils électriques qui vont nous permettre de mesurer la résistance électrique du fil qui est ici. Alors pourquoi on utilise ce genre de moyen de mesure? Bah, tout simplement, on sait que la résistance d'un fil est liée à sa longueur. Donc si la longueur du fil change, la résistance va changer. Donc on va associer la variation de la résistance à la variation de la longueur. Donc rappelez-vous, delta L, c'est l'allongement, et delta L sur L nous donne la déformation. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est quoi? C'est qu'on va avoir besoin sur cette machine de moyens d'extensométrie, donc de mesure de l'extension. Donc on a différents types de moyens qu'on va appeler avec ou sans contact. Typiquement la jauge dont je viens de parler, on va la coller, donc c'est un moyen de contact, alors qu'on a d'autres moyens sans contact. On va en présenter quelques-uns ici très rapidement. Donc ici vous avez par exemple des caméras qui peuvent être utilisées. Ça peut être aussi des systèmes laser, c'est-à-dire qu'on va pointer sur la pièce donc des zones avec un suivi en laser. Donc là, vous avez par exemple des caméras simples avec vision ou des caméras laser. On va avoir ici par exemple un extensomètre qu'on va venir mettre sur le matériau. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle un extensomètre à couteau. Donc on va venir s'appuyer avec des couteaux sur la pièce et on va pouvoir mesurer comme ça des déplacements, soit en longitudinal, soit en contraction, ici typiquement. Donc en gros c'est une espèce de pied à coulisses, hein, on pourrait appeler ça comme ça, un pied à coulisses, qui va mesurer grâce à l'écartement de ces deux couteaux-là, soit l'allongement dans un sens, soit la contraction, typiquement ici là sur la pièce. Un autre système, ça c'est ce qu'on appelle un extensomètre à agrafe. Donc là, on va agrafer le moyen de mesure directement sur la pièce. Donc là, on va mesurer par exemple l'élongation entre les deux points de contact qui sont ici entre les agrafes. Là, vous avez la fameuse jauge hein, qu'on va venir coller, donc là, ce fil électrique donc, qui va s'allonger dans certaines directions. Et ces allongements vont nous donner naturellement des informations sur les déplacements de votre pièce, donc les allongements de la pièce et donc les déformations associées. Il y a d'autres moyens un petit peu plus compliqués. Donc là, on voit, on a créé ce qu'on appelle un mouchetis, c'est-à-dire on va mettre sur la surface des peintures avec, vous voyez ici, peinture noire et blanche. Et en fin de compte, on va utiliser des caméras qui vont suivre le déplacement de ces petits points noirs là au fur et à mesure qu'on va tirer sur le matériau. Alors l'intérêt de cette approche, donc qui est différente de celle qui est ici, c'est qu'elle permet de faire des mesures. Donc là, on va utiliser
des caméras visio, donc on va faire de la visio, on va mesurer les images au cours du temps, et on va avoir une cartographie du déplacement de tous ces petits points sur toute la section de l'éprouvette qui nous intéresse. Donc là, en gros, on a des mesures qui peuvent être très locales. Vous voyez ici, par exemple, la jauge nous donne l'information locale, comme on pourrait, par exemple, regarder un point qui est ici et un point qui est ici, avoir une information très globale, typiquement le genre d'information qu'on pourrait avoir avec des extensomètres. Donc l'approche qui est ici, qui est une approche par caméra, donc on fait ce qu'on appelle de la corrélation d'images numériques, nous permet d'avoir ce qu'on appelle un champ complet de déformation, et on peut avoir des mesures extensométriques très localisées ou des mesures beaucoup plus globales. Donc voilà, alors je ne rentre pas dans le détail, on a énormément de moyens d'extensométrie, donc ils nous permettent d'obtenir la déformation. Donc si je reviens un petit peu en arrière, on a besoin de quoi sur la machine? Donc je reviens, pardon, excusez-moi, j'étais en arrière, d'une cellule de force qui va nous donner la force que subit le matériau, parce que je mesure la force que subit cette cellule. D'accord? Et on a donc égalité entre ces forces-là. Et j'ai besoin d'une mesure locale ou globale de la déformation en fonction de ce que j'ai envie de regarder en termes de déplacement du matériau. Et naturellement, si j'ai la force et si j'ai l'allongement, je vais remonter à la contrainte et je vais remonter à la déformation. Alors, en termes de références utilisées, vous voyez que là j'ai eu un langage où je parlais de déformation locale, déformation globale, donc on a un effet d'échelle de mesure, mais on n'a pas que ça qui peut venir nous embêter en termes de caractérisation lors de l'essai. On a également aussi le fait de dire que j'ai globalement une conservation de volume, on va prendre cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'au cours du temps, l'évolution du volume V0, donc je représente ici S0 fois L0, vaut la variation du volume à tout moment. Donc la section à un instant donné fois la longueur à un instant donné, donc là je vais avoir une réduction de section et une augmentation de la longueur, me donne le volume V. Et je pose par principe que V0 vaut V par conservation. Mais quelle référence je vais utiliser? Est-ce que je prends S0 comme L0 comme référence, c'est-à-dire que j'utilise ceci pour définir ma contrainte? Vous vous rappelez, on a dit la contrainte c'est F sur une section. Ben, je peux dire que je prends F sur S0. Et on a dit que la déformation c'était un delta L sur la longueur, mais la longueur je vais utiliser quoi? Peut-être L0. Ça veut dire que je peux considérer les valeurs initiales comme une référence. Ou alors, je peux très bien dire non, moi je regarde ma force sur la section réelle du système et mon allongement sur la longueur réelle du système. Ben, c'est pas du tout la même chose. En gros, je vais avoir des propriétés qu'on va appeler conventionnelles. Je prends S0 et L0 comme référence du système, et je vais avoir également des propriétés que je vais appeler vraies ou rationnelles à partir du moment où je prends la section vraie ou la longueur vraie. Comprenez bien que ce n'est pas du tout la même approche. Donc en gros, ça veut dire quoi? Je peux définir une déformation à partir de L0, je vais donc dire que ma déformation sera delta L sur L0, je parlerai d'un allongement unitaire, donc ramené à L0 ici. Donc cette déformation est liée à L0, et je vais pouvoir dire donc dans ce cas-là que ce delta L sur L0 vaut L sur L0 moins 1. Donc je regarde en fin de compte cette variation qui est ici et je le retranche 1 dans l'écriture qui est ici. Naturellement, si je prends cette écriture-là, je vois bien que L sur L0, donc L sur L0 qui est ici, vaut 1 plus la déformation que je viens de définir ici comme allongement unitaire. Ma contrainte, si je la ramène à ce S0, je vais donc l'écrire F sur S0. Maintenant, je me positionne dans ce repère rationnel ou ce repère de propriété que je dirais vrai, puisque je tiens compte de la section à tout moment et de la longueur à tout moment. Ben, je me rends compte que, en réalité, je ne peux pas définir cette déformation de la même façon que précédemment. Je vais être obligé de dire que la déformation, en fin de compte, donc la déformation vraie, sera, en fin de compte, l'intégrale du d de L, petit d de L cette fois-ci, donc le petit accroissement instantané que j'ai, en référence, attention, à la longueur que je suis en train de regarder à l'instant donné. Vous voyez que ce petit d de L, c'est pas le delta L, et que la L qui est ma référence n'est pas le L0 initial, c'est le L instantané. Donc en réalité, la déformation que j'appellerais vraie va être en fin de compte le petit d de L à un instant donné que je vais devoir intégrer par rapport à quoi? Bien sûr à la longueur initiale de référence, à la longueur à laquelle je suis positionné à un instant t donné de mon essai. Donc c'est pas du tout la même définition. Et donc si je regarde ça, si je fais cette intégration, je me rends compte que l'intégration vaut ln de L sur L0.
Oui, mais regardez. L sur L0, c'est 1 plus le epsilon que je viens de définir ici. Donc ça veut dire que entre le epsilon vrai et le epsilon que j'ai défini ici, je vois qu'en réalité, ce epsilon vrai vaut ln de 1 plus epsilon. Donc ce n'est pas du tout la même définition si je regarde une propriété conventionnelle en déformation et une propriété vraie en déformation. Maintenant, si je regarde la contrainte vraie, je vais regarder cette fois-ci f sur s. Or, rappelez-vous, on a écrit que S0 L0 vaut S fois L. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Que le S qui est ici vaut S0 fois L0 sur L. Je peux donc écrire cette contrainte vraie comme étant sigma fois L sur L0. Oui, mais regardez, L sur L0, ça vaut 1 plus epsilon. Donc cette contrainte vraie vaudra sigma, que j'ai défini d'un point de vue conventionnel, fois 1 plus epsilon. Vous retrouvez donc exactement le même terme qui est ici. Alors maintenant, si on essaye de se poser la question de se dire, bah voilà, si je suis en propriété à très très faible déformation, c'est-à-dire que ce epsilon reste tout petit, et ben en fin de compte, on se rend compte que ln de 1 plus epsilon, bah c'est très proche de epsilon. Et on se rend compte que sigma fois 1 plus epsilon, c'est très proche de sigma. Ça veut donc dire que les propriétés rationnelles ou vraies resteront proches des conventionnelles tant que l'écart entre les valeurs qui sont ici et celles qui sont ici sont très faibles, c'est-à-dire tant que S0 n'évolue pas trop et que L0 n'évolue pas trop, c'est-à-dire que S reste proche de S0 et que L reste proche de L0, c'est-à-dire notamment dans le domaine élastique. Donc en gros, ce que je dis là, c'est que aux petites déformations, donc dans les domaines élastiques, cet epsilon vrai reste proche de epsilon. Donc que j'ai une approche en propriété rationnelle ou en propriété conventionnelle, je vais dire quasiment la même chose. Là où ça va devenir pénalisant, c'est-à-dire là où je vais avoir des écarts importants, c'est quand on va arriver dans le monde de la non-élasticité, c'est-à-dire dans le monde, si le matériau le peut bien sûr, de la plasticité. On va s'intéresser dans un premier temps à la courbe conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que le sigma qui est ici vaut un f sur S0 et que le epsilon qui est ici sera un delta L sur L0. Alors, si on parle des propriétés de l'élasticité, donc on en a parlé préalablement, donc j'utilise le modèle de Hooke ici, on voit qu'on est dans un domaine de déformation réversible. Et on a dit que la loi de Hooke est donc une loi qui relie sigma à epsilon via, ici dans le comportement linéaire, le module Young, donc E. J'attire votre attention sur le fait que quand je prends un diagramme en force et en déplacement, j'ai bien une pente qui est ici. S'il vous plaît, ne me dites jamais que cette pente vaut E. Vous voyez que le E qui est ici ne s'exprime que par le fait que je suis en sigma et en déformation. C'est-à-dire que là, j'exprime ce que j'ai appelé la rigidité, c'est-à-dire la propriété matériau que j'appelle le module d'élasticité à la traction. Dans le diagramme force-déplacement, c'est le genre d'ailleurs de diagramme que vous pourriez avoir lors d'un essai de traction, la partie modulaire qui est ici n'est pas une propriété matériau seule. Je vous rappelle que sigma vaut F sur S0 et que le epsilon vaut delta L sur L0. Donc la pente qui est ici vaut S fois S0 divisé par L0. Ce n'est pas du tout la même chose, bien sûr. Quand je suis dans un diagramme force-déplacement, les longueurs et les sections vont donc être reportées sur la pente, alors que quand je suis dans un diagramme contrainte-déformation, ma pente est la propriété matériau seule. Je vais donc dire que la propriété qui est ici, c'est une rigidité, on est bien d'accord, et cette notion de rigidité est une notion matériau. Alors que quand je vais regarder ici E fois S0 sur L0, je vais parler de raideur. Et cette raideur est une propriété structurelle. Je vois bien que j'ai une propriété matériau et que ça, c'est une propriété géométrique. Quand je parle d'un ressort, je dis bien que F vaut K, raideur, fois X, le déplacement. Et bien votre raideur K est bien une propriété structurelle qui va contenir et la propriété matériau et le facteur de forme qui définit
votre ressort. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas ces deux notions, surtout quand vous allez passer d'un repère à un autre, c'est-à-dire un repère en contrainte déformation à un repère force déplacement. Maintenant, si j'augmente la force, donc qu'est-ce qui se passe? Je risque d'avoir ici un comportement un petit peu particulier. Vous vous rappelez, on a dit que là, je vais avoir une limite au comportement élastique. Eh bien, la rupture à cette limite, vous vous rappelez, on a parlé de modèles rhéologiques avec des seuils, avec des ruptures. Donc ça va apparaître d'ici peu. On va quitter le modèle donc, du ressort de Hooke qui est ici. Donc je peux avoir deux types de comportements. Ce comportement qui est ici, on va le retrouver notamment sur des aciers doux, typiquement vous le verrez en TP ou vous l'avez vu pour certains déjà en TP. Et donc on a une espèce de rupture ici, donc un seuil. Et ce seuil nous indique qu'on a changé de comportement. Donc ça veut dire qu'on était en élasticité et d'un seul coup on va partir sur un autre type de comportement. Alors attention, mon discours ici va s'intéresser à des matériaux qui peuvent passer dans la plasticité. Vous vous rappelez, on a le comportement élastique et on a le comportement plastique. Un matériau qui va casser net à la fin de l'élasticité, on va considérer qu'il est fragile. Ça on en a déjà parlé. Donc je réduis ici mon discours à des matériaux qui peuvent avoir également un comportement plastique. Donc, si je reprends ici cette notion de plasticité, qu'est-ce qui se passe dans le domaine plastique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer au moment où j'ai quitté l'élasticité? Je vais déjà raisonner sur l'aspect élastique pour ensuite pouvoir comprendre ce qui se passe d'un point de vue plastique. Première chose que je peux dire, c'est la déformation dans ce domaine, d'un seul coup, devient irréversible. Je vois que je n'ai pas du tout la même loi. Et le risque, c'est quoi? C'est que quand je vais lâcher la contrainte, je vais avoir, comme le cas du ressort qu'on avait vu préalablement, dépasser le seuil élastique et je vais donc écouler la matière, elle va glisser et je vais donc avoir un comportement plastique. Ici, cet écoulement fait apparaître un palier. Vous le voyez ici, on a un palier d'écoulement. Alors, si je prends la réalité physique, alors je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous vous rappelez, on avait parlé des dislocations au niveau des cristaux, et on avait dit que la dislocation, c'était un mouvement d'atomes, des lignes d'atomes qui allaient bouger, et qui allaient engendrer des cisaillements internes, donc des glissements de vagues atomiques. Et bien, ce qui se passe ici, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc tant qu'on est élastique, le glissement n'est pas possible. Et on va avoir, dans ce type de comportement, localement, très localement, un décrochage d'un seul coup de ces dislocations. Elles vont devenir mobiles. Mais elles vont bouger d'un seul coup. Et cette mobilité va engendrer un palier d'écoulement. Alors ça existe, je vous l'ai dit, dans des aciers doux, tout simplement parce qu'on va avoir, notamment dans ces aciers-là, donc un faible pourcentage de carbone, et en fin de compte, ce qui est sous-entendu là-dedans d'un point de vue purement matériau, c'est que les petits carbones, localement, vont bloquer les dislocations qui vont se mettre en place le long des atomes de fer. Et bien ici, ce qui se passe, c'est que si on arrive à trouver la bonne contrainte, les atomes de carbone vont en fin de compte relâcher les dislocations qui étaient bloquées d'un seul coup, et ces dislocations deviennent mobiles. C'est-à-dire qu'on a ici donc ce petit palier qui va se mettre en place. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, ce n'est pas l'objectif ici, je suis en macro, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais sachez qu'il y a quand même un phénomène physique local qui existe, qui est donc un décrochage local des dislocations au niveau donc, des atomes de carbone qui sont en solution dans le fer. Donc, si je reprends un petit peu mon raisonnement d'un point de vue macroscopique, je vois que ici, si je reviens à ce que j'ai dit juste avant, j'ai un seuil élastique. Donc, je vais prendre ce seuil élastique et je vais l'imposer ici, à ce niveau-là. Je dis que ce point-là serait la fin de mon élasticité. Mais je vois que j'ai un tout petit décrochage ici qui correspond justement à ces fameux décrochages de dislocation. Donc, si je veux être très précis, je vais dire que la limite qui est ici serait une limite d'élasticité haute, c'est-à-dire j'ai un point qui est un peu élevé, et le palier me représente une limite d'élasticité que j'appellerais bas. Donc en gros, j'aurai deux seuils en limite d'élasticité quand j'ai un palier d'écoulement. Mais on va prendre pour principe que ce seuil d'écoulement, donc cette limite d'élasticité, sera considéré comme étant la limite basse de ce palier. Donc ça sera le point qui est ici. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai mis préalablement la limite d'élasticité à ce niveau-là. Donc en gros, quand j'ai un décrochage qui se passe avec un palier, la valeur du palier m'indique la limite d'élasticité à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi? Que je vais avoir ici une déformation élastique associée liée à ma limite d'élasticité. Donc dès que j'ai passé ce seuil en élasticité, je vais bien engendrer
un comportement qui n'est plus linéaire, donc ici un comportement en plasticité. Si je représente maintenant le comportement à partir des modèles rhéologiques dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, on avait dit que dans la partie hookéenne, ça serait un ressort. Et on avait dit que quand on avait une rupture locale, c'est-à-dire un seuil en contrainte, je pourrais utiliser le patin. Et je vois bien ici que j'ai un glissement local au moment où j'arrive à la contrainte sigma E. Je vais donc utiliser le patin pour dire voilà, au moment où j'arrive à cette contrainte, je vais glisser. Ça veut donc bien dire que j'ai le droit de mettre ici un ressort de hook avec le patin qui est ici en série. Pourquoi? Tant que je n'ai pas atteint ce seuil, je suis bien hookéen. Donc tant que je n'ai pas atteint sigma E, je ne peux pas glisser à ce niveau-là. Donc j'ai bien un comportement élastique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'élasticité parfaite, donc linéaire. Et ça, c'est ce qu'on va appeler du glissement parfait, donc de la plasticité parfaite, donc dans le modèle du patin. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la mise en série du ressort et du patin, le modèle de Saint-Venant. Donc ce modèle décrit parfaitement ici le passage de l'élasticité linéaire à une plasticité parfaite par écoulement sur un palier de plasticité. Alors, pour ne perdre personne, je vais essayer de le réexpliquer différemment. Au moment où vous allez tirer aux bornes donc, de ce système en série, vous vous rappelez, la contrainte aux bornes de ce système vaut la contrainte en chaque élément. Par contre, la déformation totale du système vaut la somme des déformations. Dans un premier temps, quand vous allez tirer, qui va réagir en premier? C'est le ressort. En effet, ici, la contrainte, tant qu'elle n'est pas atteinte, le patin ne peut pas se déplacer. Donc la déformation du patin n'apparaît pas encore car la contrainte n'est pas atteinte pour ce glissement. De fait, c'est le ressort qui va bouger tout seul. Donc on va bien avoir une augmentation de la déformation ici qui correspond à la participation de la déformation du ressort. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer que ce ressort va être parfaitement tendu. Et quand il sera parfaitement tendu, la contrainte seuil va donc être atteinte. À partir de ce moment-là, le patin va être activé et c'est la déformation du patin que l'on va voir apparaître, alors que lui, le ressort, comme il est parfaitement tendu, il n'a plus de déformation potentielle à donner. Donc, si on résume, au moment où je tire au départ, c'est le ressort qui agit, il se déforme, il se déforme. Arrivé au bout de sa déformation maximale, il ne peut plus se déformer, mais la contrainte a atteint la contrainte du patin. À partir de ce moment-là, le patin va se mettre à glisser, et donc, ce glissement au niveau de cette contrainte va bien augmenter. On voit ici que la déformation augmente, alors que la contrainte, elle, reste constante. On a bien activé le glissement de ce patin. Donc, que vaut la contrainte seuil à atteindre? C'est ce qu'on a vu avec la loi de Hooke, c'est sigma E. Or, la loi de Hooke me dit que la contrainte vaut E fois epsilon. Donc, comment je connais cette contrainte seuil? Tout simplement en faisant E fois epsilon élastique, qui me permet d'obtenir cette contrainte seuil. Et cette contrainte seuil, c'est bien sigma E. Regardons maintenant la seconde partie. On voit ici qu'on a une augmentation de la contrainte avec la déformation. On a plutôt une allure courbe et non pas linéaire. Bon, pas grave. En première approximation, disons que c'est une droite. Donc on peut prendre ce choix, on va dire voilà, c'est une droite. On pourrait donc se dire, j'ai une contrainte seuil qui est atteinte, et le comportement à partir de cette contrainte seuil va être linéaire en première approximation. On peut donc imaginer mettre en place ici un comportement linéaire représenté par un ressort à partir du moment où on a atteint la contrainte seuil. Or, si on reprend le raisonnement qu'on avait vu au tout début, je vais donc avoir une contrainte seuil atteinte, une augmentation de la contrainte, avec une déformation globale qui dépend et de cette contrainte seuil et de la pente que je vais utiliser pour donner ma linéarité. Dans ce cas-là, on va utiliser plutôt un modèle parallèle, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de Prager, par exemple, qui va parler de la plasticité de type linéaire. Donc, si on essaie de décrypter ici, on est bien aux bornes d'un système en parallèle cette fois-ci, et non plus en série comme on l'avait tout à l'heure. Donc, ça veut dire que là, la déformation est homogène sur l'ensemble des éléments. Donc, la déformation aux bornes du système vaut la déformation de chacun des éléments. Par contre, la contrainte, bien sûr, va s'appliquer à chacun des éléments ici.
Donc, première chose, je ne peux avoir déformation globale que si l'un de ces deux éléments se déforme. Conclusion, quand j'atteins la valeur seuil, je peux avoir déformation, toute ma structure se déforme et la déformation aux bornes et du ressort et du patin est identique. Dans ce cas-là, je comprends que dès que j'ai atteint cette contrainte, je peux mettre en mouvement l'ensemble et la déformation globale du système va donc être liée à la déformation du ressort à ce niveau-là, qui vaudra donc la déformation du patin, puisqu'aux bornes ici, les déformations de ces deux ensembles sont parfaitement identiques. Je vais donc avoir ici non plus une mise en série qui me fait voir une rupture au bout d'un certain temps, mais une mise en parallèle qui permet un déplacement à partir du seuil de déclenchement de la déformation possible. Dans le cas d'un retour élastique, typiquement là, on pourrait avoir par exemple un retour élastique suivant la pente E, on aurait donc une déformation résiduelle et on se rend donc compte qu'on a une augmentation de la contrainte avec la déformation et que quand on fait un retour, on a une déformation plastique permanente. On parlera alors ici d'écrouissage, on aura donc un durcissement local par cette augmentation de la contrainte. La contrainte va augmenter, je vais manger de la plasticité, parce que quand je vais faire un retour élastique, j'aurai de la plasticité résiduelle, donc on nommera cet effet un écrouissage. Donc là, typiquement, c'est une façon de représenter l'écrouissage, en supposant que la partie qui est ici est homogène à une droite. Alors c'est pas le seul modèle qui existe, le modèle de Pragel ne fait partie que d'un ensemble de modèles qui existent, donc là si vous le voulez, vous pouvez regarder dans la littérature, il y a d'autres modèles qui peuvent mettre en place de façon un peu plus fine cette partie écrouissage. Donc moi je vais rester sur cette notion de plasticité linéaire locale dans la zone d'écrouissage, et on va essayer de regarder maintenant ce qui va se passer quand cet écrouissage va augmenter. Donc pour expliciter cette loi contrainte avec la déformation, on vient de dire qu'on avait dans le type de matériau qui est présenté ici, typiquement un acier doux par exemple, une partie élastique, une partie plastique parfaite et une partie plasticité linéaire. Donc ça c'est pas le cas général, cette plasticité parfaite qui est là, c'est quelques matériaux qui sont capables de le mettre en place. Donc regardons un cas un petit peu plus classique, donc le cas qui suit, où on aurait juste après l'élasticité directement la zone d'augmentation de la contrainte avec la déformation, donc ici par exemple une zone d'écrouissage. Donc si je prends cette partie-là, où je n'ai pas de palier d'écoulement, donc ça c'est typiquement ce que vous pourriez retrouver en TP sur des alliages d'aluminium par exemple, ou des aciers qui ont des concentrations en carbone supérieures à celles des aciers doux, on passerait directement donc sur un mode de plasticité, ici sans écoulement. Donc, pareillement que tout à l'heure, je peux imaginer un modèle qui va me dire je monte jusqu'à cette zone, dès que j'arrive à la contrainte seuil, je vais basculer dans le mode de la plasticité. Je vous ai dit que je gardais la plasticité de type parfait. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un modèle qui va prendre de l'élasticité et de la plasticité parfaite, donc un modèle élastoplastique parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais reprendre la première partie du modèle précédent, donc qui était ressort, et la troisième, donc qui était le montage en parallèle du ressort et du patin. Et dans ce cas-là, je vois bien que en première action, c'est le ressort qui agit, je vais donc arriver jusqu'à une valeur de déformation maxi de ce ressort. À cette déformation maxi, je suis à une contrainte maxi qui vaut sigma E ici, et cette contrainte maxi permet ici à cœur du montage en parallèle d'enclencher l'activité glissement du patin, et dans ce cas-là, la partie du ressort va engendrer la quote-part purement linéaire de la plasticité. Donc en gros, j'ai bien élasticité linéaire et plasticité linéaire en deuxième étape. Rappelez-vous, j'ai dit qu'ici je considérais que c'était une droite en première approche. Si on continue la partie écrouissage, on pourrait continuer à rajouter des éléments de ce type. Alors, je vous propose une autre façon de le voir, histoire de pouvoir proposer différents types de modèles. Donc la prochaine approche est un petit peu différente. On va considérer la première partie élastique qui est ici comme un montage ressort-seuil, et toutes les parties qui suivent de la même façon, un montage ressort-seuil, ressort-seuil. Donc, si on continue à l'écrire, je vais considérer que le module Young ici sera un premier ressort de module 1, que la limite d'élasticité sera donc une contrainte seuil
1. Donc là, pour l'instant, on retrouve le modèle qu'on a vu précédemment avec le ressort en série avec le patin. Et je vais considérer, en fin de compte, que par la suite, ça sera pareil. Ça sera un ressort en série avec un patin pour commencer l'écrouissage. Et au second seuil ici, je vais avoir de nouveau un ressort en série avec un patin, etc. Donc je vais avoir un modèle global qui sera plutôt un modèle de Saint-Venant généralisé, où je vais avoir différents ressorts et patins série montés eux en parallèle pour rendre compte justement de cette avancée, typiquement pente, seuil, pente et seuil. Voilà. Donc c'est une autre façon de vous le présenter, hein. On aurait pu généraliser le modèle précédent, mais là c'est une autre façon de le présenter où j'ai plutôt généralisé la partie Saint-Venant. Donc voilà, donc l'approche qui est proposée aussi bien dans le premier cas que dans ce second cas qui est ici, c'est de pouvoir considérer notamment que la zone d'écrouissage est une zone qui par partie est considérée comme linéaire. Alors au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir un point maximal là qui va apparaître, et à ce point maximal, on a un comportement très particulier qui va apparaître, on le voit ici dans le dessin, on va avoir une chute brutale de la section. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit préalablement, si je reprends le dessin qui est ici, on voit en fin de compte que la forme de mon éprouvette initiale n'a pas évolué dans sa géométrie globale. Ça veut dire que les déformations axiales et l'ensemble des contractions qui existent font que la déformation globale en volume et en longueur reste parfaitement homogène. Là, par contre, on se rend compte qu'arrivé à un point, donc le point qui est ici, les déformations localisées ici sont complètement inhomogènes. Ça veut dire donc qu'on ne peut plus du tout parler de déformation globale homogène, puisque localement, on a un point qu'on appelle une zone de striction, donc très marquée ici, et on va avoir une réduction très violente de la section. Donc, on va définir la limite qu'on appelle sigma m. Alors vous la verrez parfois écrit Rm, hein, là je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on avait parlé de sigma E, mais on peut appeler ça aussi Re, donc on peut parler de résistance hein, et de contrainte, donc là typiquement on parlera de sigma M ou de Rm, donc résistance en traction. C'est également, on appelle ça aussi une limite à traction, ou on l'appelle également contrainte ou résistance max, d'où le M que vous avez ici. Donc ça veut dire qu'à la lecture sous charge ici, on a la déformation totale sous chargement, avant le mode de striction, donc avant ce mode de réduction très violente de la section. Donc, typiquement à ce moment-là, on a S, la section vraie, qui déjà est complètement différente du reste des sections qui peuvent être au-dessus ou en dessous, et surtout naturellement S va devenir très faible par rapport à S0. Vous vous rappelez, on a dit que ici S et S0 seraient très proches, et naturellement, plus on va avancer par ici, plus S et S0 vont devenir différentes. Et naturellement, en ce point-là, vu qu'on a une réduction très violente de la section localisée, on va avoir le S local qui est ici, qui va devenir vraiment très petit par rapport à S0. Voilà. Donc en gros, on est vraiment dans une partie ici qui n'est absolument plus homogène. Donc, si on continue le chargement du système, hein, donc si on continue à déformer à partir du moment où on rentre dans la striction, on va arriver à la ruine du matériau, donc on va arriver à la rupture finale, à la fracture du matériau. Alors pourquoi j'utilise ce mot fracture? Je vais remonter juste d'un petit cran au-dessus. Vous voyez ici, on a une réduction de la section, donc j'ai dit que c'était le mode de striction. Alors une chose que je n'ai pas dite ici, c'est qu'en réalité, on va voir, et ça vous le verrez en TP, qu'on va avoir des déchirures internes qui vont se mettre en place, donc on va avoir des fissures très importantes qui vont être très localisées ici, donc on a des déchirures. Quand on a un comportement ductile, on parle de cupule, ça on en reparlera par la suite et vous le verrez en TP également, et donc on va avoir très localement ici un mode qui va être très particulier, donc qui va être un mode par déchirure, et donc le point qui est ici amorce le début de ces déchirures internes. Alors c'est pour ça que parfois ce point sigma m, qu'on a appelé limite à traction, résistance en traction, limite maximale, est appelé également limite à première rupture. Et j'insiste sur le mot premier pour éviter que vous le confondiez avec le mot ici contrainte à rupture. Alors si on veut être plus précis, on dira contrainte à la rupture finale ou contrainte ultime, ou le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, contrainte à la fracture, c'est-à-dire que là on va complètement décapiter la pièce. Donc ça évite en gros de se tromper. Malheureusement, bon, dans les différents livres que vous pourrez trouver ou dans les différentes discussions que vous pourriez avoir avec les personnes dans le monde de la méca, tout ça se mélange un petit peu, c'est pour ça que je vous donne tous les termes, histoire que vous puissiez
ne pas vous perdre vous-même et donc vous y retrouver quand vous allez discuter avec les gens. Donc on parlera de rupture ici, moi je préfère l'appeler rupture pour le distinguer de la zone de limite à traction ou en traction ici, et donc je parlerai de rupture, sous-entendu fracture, rupture finale. Donc naturellement en ce point-là, j'ai une déformation totale au moment où la rupture va se mettre en place. Attention, elle n'a pas encore eu lieu, hein. Ce point-là je n'ai pas encore cédé, et j'ai donc la déformation totale sous charge au moment où la rupture va apparaître, la fracture va apparaître. Donc au moment où la rupture finale va vraiment s'achever, on va avoir décapitation dans la zone de striction de la pièce. En fin de compte, on va cumuler les arrachements qui ont été mis en place ici, et vous allez donc décapiter la zone de striction qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la section finale après rupture qui est ici, et cette section finale, on va l'utiliser pour définir ce qu'on appelle le coefficient de striction, c'est-à-dire de combien le matériau s'est rétréci localement au moment où il a cassé, c'est-à-dire jusqu'où il a été capable de réduire sa section. Donc on va définir le coefficient de striction de deux façons. Donc vous voyez qu'il y a Z, hein, tout simplement, Z, qui sera donc S0 moins la section à fracture, ou la section finale divisée par S0, ou on peut le voir également sous forme de pourcentage. Dans ce cas-là, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le fois 100 qui est ici, pour obtenir Z en valeur pourcent. Donc soit on parle de Z, coefficient de striction, soit on parle de Z%, qui sera le coefficient vu en pourcentage, bien sûr, ici. Donc ça, en TP, c'est ce que vous ferez, hein, vous mesurez la section finale après rupture, et vous pourrez donc naturellement déduire le Z% qui est ici, en regardant le delta S ici, attention entre section initiale et finale, puisqu'on a réduction de la section naturellement. Donc, maintenant, si je regarde de nouveau cette déformation totale à rupture, et que je regarde un petit peu ce qui se passe pendant le chargement, donc ça c'est ce que vous verrez pendant les TP, je vois que je vais avoir tout le long de l'essai une augmentation de l'allongement, naturellement, et que dans la zone qui est ici, j'ai une accélération de cet allongement, et aussi ici des déformations qui sont complètement inhomogènes dans le sens transverse à la traction, donc cette fameuse striction qui se met en place. Donc on considère qu'au tout début de l'essai, j'ai bien des déformations homogènes mais réversibles, donc élastiques. Dans la seconde partie qu'on a appelée l'écrouissage tout à l'heure, on va avoir des déformations homogènes globales qui, elles, seront irréversibles. Et au moment où vous passez à la striction, on dira que les déformations, qui sont irréversibles toujours ici, puisqu'on est toujours plastique, sont par contre parfaitement inhomogènes. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe là, hein, on a déjà défini le coefficient de striction dans cette zone-là, donc faites attention, là je me mets pile poil au point que j'ai nommé epsilon R, c'est-à-dire déformation totale à rupture. Je n'ai pas encore cassé, c'est-à-dire que je suis toujours sous charge. Au moment où la pièce va donc un petit chouïa, hein, juste après le point epsilon R qui est ici, on a la rupture, donc c'est vrai que c'est pas évident sur un point de dire à quel moment ça casse, mais on va dire qu'on est à ce point et un petit chouïa juste après, on se positionne là, la pièce a été décapitée, donc il n'y a plus de point de mesure possible. On a donc, à un moment donné, un bruit que vous allez entendre dans la machine, et ce bruit va correspondre notamment à un retour élastique de la pièce. Je vous rappelle qu'au fur et à mesure que vous déformez le matériau, il se plastifie, mais ce n'est pas parce qu'il plastifie qu'il n'a plus d'élasticité interne. En réalité, l'élasticité se déplace, on en reparlera. Ça veut donc dire quoi? Et ça, vous le savez depuis qu'on a parlé de la liaison interatomique, les liaisons dans le matériau se reforment au cours de la plasticité, hein. On a glissement mais on recrée des liaisons, et donc ici dans la zone de striction on a la fameuse formation de ces déchirures internes, mais on a quand même également des glissements internes, donc on recrée la liaison locale, donc on a toujours de l'élasticité. Ça veut donc dire que le matériau, quand il va casser parce qu'il ne sait plus exprimer de plasticité. Il va casser parce qu'il est devenu purement fragile. Donc le dernier mode d'existence de ce matériau est un matériau qui va être purement élastique. D'où, quand il va casser, une longueur finale, quand vous allez prendre les deux pièces, quand elles ont cassé et que vous allez les mettre bout à bout, vous allez vous rendre compte que la longueur qui est ici sera plus petite que la longueur finale quand il était encore sous la charge. Donc faites attention, ne confondez pas la longueur à rupture ici quand on est encore sous charge et la longueur finale après rupture quand la section a rompu. C'est pas la même chose, pourquoi? Parce que vous allez voir, on va définir une grandeur qui s'appelle la ductilité, on en a déjà parlé, donc
on va regarder l'allongement final, et dès que je vais prononcer le mot final, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que j'entends par là. Très souvent, le mot final, quand je vais avoir là, le F, gardez dans votre tête aussi fracture, donc la pièce elle a été décapitée, donc ça sera la longueur sans le battement élastique qui existe encore sous charge juste avant que la pièce soit décapitée. Donc faites attention, différenciez bien LR, donc la longueur quand on est sous charge, et LF, la longueur, une fois que votre pièce a cassé, vous la mettez bout à bout, et vous obtenez la longueur finale après rupture. Donc s'il vous plaît, ne confondez pas les deux, parce que sinon en TD, en TP et en examen, vous risquez d'avoir des problèmes, puisque vous répondrez incorrectement en général aux questions de l'exercice. Donc soyez très attentifs à ça. Donc, si justement j'essaie de focaliser sur ce que je viens de vous dire à l'instant, et que je regarde cette fois-ci les déformations hors chargement, c'est-à-dire que je vais enlever le recouvrement élastique. Ça veut dire quoi? Je vais enlever, en considérant que le module n'évolue pas pendant le chargement plastique, on va prendre ça comme hypothèse, hein, théoriquement on va dire voilà, le module Young est conservé parce que j'ai toujours de la liaison interatomique qui existe, donc je conserve mon module Young, il est conservatif. Bon, c'est vrai globalement, on va dire pour l'ensemble des matériaux métalliques, après on pourrait discuter dans la zone de striction, là je pense que ce serait peut-être pas aussi juste, mais bon, on va garder quand même l'hypothèse que c'est bon. Et puis pour d'autres types de matériaux, on serait très très loin de cette réalité. Mais bon, restons quand même sur cette logique-là. On va regarder donc à ce niveau-là, je vois que la déformation après déchargement correspondrait, alors si je le dessine comme ça, hein, sous le chargement, je suis ici, voilà ce que ça veut dire, c'est-à-dire à ce point max, j'aurai cette déformation que je pourrais appeler epsilon m, mais vu que j'ai de l'élasticité, en réalité, mon matériau va provoquer un retour de déformation ici. Ça veut donc dire que la zone qui est ici correspond bien à une déformation de type purement élastique. Donc, attention, quand vous déchargez, pardon, excusez-moi, c'est mal écrit, vous avez un retour élastique. Ça veut donc dire que, donc si je regarde à ce point-là, je comprends que la déformation sous charge donc, arrive ici. Par contre, si je lâche le chargement, je vais avoir un retour élastique, c'est-à-dire que le matériau va, et vous vous rappelez, on l'avait fait avec le ressort, hein, on a un retour élastique, va revenir à une certaine position qui est ici, qui correspond bien à un retour modulaire avec justement l'élasticité du ressort. Donc toute la zone qui est ici correspond bien à une déformation de type élastique, et par contre, la partie résiduelle qui existe ici correspondra bien à une partie purement... Putain, mais c'est dingue. Donc si je regarde la déformation sous charge en ce point ici, je vois bien que la déformation totale arrivera donc à un epsilon m ici, mais si je décharge, c'est-à-dire que j'enlève la charge au niveau de l'essai de traction, je vais avoir un retour élastique jusqu'à ce point, donc grâce au retour du module de Young. Donc ça veut dire que toute la partie qui est ici correspond bien à une déformation de type purement élastique. Par contre, si je m'intéresse maintenant à la zone résiduelle qui reste ici, donc toute la partie qui est là, donc de là à là, ici, je vais bien avoir à ce moment-là directement une déformation de type plastique. Donc le résiduel qui existe ici, c'est bien un résiduel, donc une permanence de déformation, que j'associe donc à un comportement purement plastique. Donc ne confondez pas, comme je l'ai dit précédemment, la déformation sous charge et la déformation hors charge. Si on continue de la même façon donc notre raisonnement, hein, je prends donc la partie qui est ici, je vais donc dire que c'est la déformation homogène ou répartie, donc attention, là j'entends un comportement purement plastique à ce niveau-là, et dans la partie qui va être ici, donc la zone que je vais appeler 2, ça va être la quote-part plastique en déformation inhomogène, ou ce qu'on avait appelé le comportement de striction. Donc vous aurez ici la déformation de type striction. Et dans ce cas-là, la fameuse ductilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous rappelle que la ductilité, c'est la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement, et bien on va pouvoir lui donner une valeur. On va dire que cette ductilité vaut toute la déformation plastique qui couvre le domaine homogène et le domaine de striction. Et vous voyez bien que je n'ai pas mis la flèche jusqu'au point epsilonaire. J'ai bien retranché la quote-part élastique qui est ici.
Donc on dira que cette capacité à se déformer plastiquement va valoir quoi? Epsilon R qui est ici moins la quote-part élastique, ou alors une autre façon de le voir, c'est je prends la longueur finale de mon matériau après rupture, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, je raboute les deux bouts après rupture, je connais maintenant ma longueur finale, je peux donc regarder le delta L avec la partie donc initiale, et comme pour la striction tout à l'heure, soit j'exprime A directement dans ce rapport, donc j'ai un taux de longueur, hein, une déformation plastique résiduelle, soit je vais regarder directement le pourcentage, bien sûr j'oublie pas le facteur 100 qui est ici. Donc ça c'est une mesure directement de la longueur sur l'éprouvettes, et donc l'autre option serait de dire quoi? Je prends le epsilon R qui est ici, j'enlève la quote-part élastique qui est ici, et j'obtiens donc toute la partie 3 qui est ici, qui correspondra donc bien à cette ductilité. Pour illustrer ce que je viens de dire, on va regarder ensemble ce que vous ferez d'ailleurs en TP, hein, vous ferez des essais d'écrouissage sur acier. On va imaginer qu'on va tirer plusieurs fois sur une éprouvette. Le premier essai va nous indiquer quoi? Naturellement qu'on a dépassé ici par exemple le seuil élastique, donc on va avoir un écoulement plastique qui va se mettre en place, donc une zone d'écrouissage, et on va arrêter l'essai à ce point. Donc naturellement, à ce point, vous avez une déformation totale sous charge qui est ici, mais bien sûr un retour élastique, ce qui va faire apparaître bien sûr une déformation permanente que vous allez être capable de mesurer avec votre pied à coulisse au niveau de la longueur, donc vous aurez un delta L à ce moment-là, mais également au niveau de la section, hein, vous aurez un delta de la section, donc vous mesurez le diamètre, vous remonterez à la section et vous mesurez ce qu'on appelle le taux d'écrouissage, c'est-à-dire la quantité de déformation plastique obtenue une fois que vous avez tiré sur votre matériau jusqu'à ce point qui est ici. Donc, si je prends cet essai, que maintenant je considère que mon éprouvette est dans un nouvel état élastique, hein, vous l'avez déformée, elle a changé de forme en longueur et en section, donc elle a augmenté en longueur, elle a diminué en section, mais je vais lui retirer dessus. Donc en gros, quand je vais faire un deuxième essai, donc je vais voir apparaître l'essai qui est ici, je vais l'arrêter ici naturellement à un second seuil d'arrêt, mais la nouvelle limite qui est ici, donc je vois que là je vais avoir une limite d'élasticité que je vais appeler sigma E', correspond à la limite d'arrêt qui est ici. Ça paraît logique, pourquoi? Vous avez fait glisser la matière, et naturellement pour continuer à déformer cette matière, il faut dépasser le seuil qui est ici. Conclusion, vous aurez bien ici la mise en mouvement du patin, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, que si vous atteignez cette contrainte seuil qui était ici. Naturellement, si je fais ce second essai, je vais avoir une contrainte d'arrêt, comme précédemment, contrainte sous charge, déformation élastique et ici déformation résiduelle. Et si je lance un troisième essai, naturellement que la contrainte d'arrêt qui est ici deviendra la nouvelle contrainte seuil sur le troisième essai, donc une troisième limite d'élasticité. Donc là, lors de ce troisième essai, on pourra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on irait jusqu'à la striction et à la rupture. Donc on aura bien écroui préalablement notre matériau parce qu'on aura augmenté la contrainte, car on aura décalé la contrainte seuil au fur et à mesure de l'écrouissage. Alors, on peut s'amuser maintenant à glisser un petit peu ces courbes pour comprendre un petit peu ce qu'on a fait. Imaginons que je regarde un petit peu ce phénomène d'écrouissage et j'essaye de le rendre compte encore plus facilement. Tout simplement, si je bouge mes courbes, je vois bien que j'ai ici un raccordement de comportement. Bougeons maintenant la troisième courbe. Et qu'est-ce que je vois en réalité? Que si je prends l'ensemble de ces comportements, je retrouve le comportement que j'aurais eu globalement sans arrêt. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux reconstruire ma courbe. Donc c'est ça qu'on appelle écrouissage. Pourquoi? J'ai bien augmentation du seuil de contrainte, mais vous voyez bien également que la quantité de ductilité restante diminue. Or, un matériau qui voit sa contrainte augmenter et qui se déforme plastiquement de moins en moins, il durcit, donc il s'écroule. Voilà la mise en évidence que vous ferez également en TP directement. Donc là, vous aurez la possibilité de le faire. Donc ça sera vraiment intéressant pour vous à ce moment-là. Donc naturellement, ici, quand je regarde le dernier point qui est ici, j'ai bien le dernier comportement qui existe, c'est un comportement élastique pur. Et donc le matériau va casser en étant purement élastique, donc purement fragile. Donc maintenant, je vais me poser la question de la courbe rationnelle ou vraie. Vous vous rappelez, tant que je suis ici, je suis en courbe conventionnelle. Conventionnelle, entendez, j'utilise sigma 0, L0. Maintenant, je vais basculer dans le monde de la contrainte rationnelle ou vraie.
On avait dit quoi au départ? Que tant qu'on est en petite déformation, la courbe conventionnelle suit à peu près la courbe rationnelle. Donc si on la dessine, j'aurai un comportement ici qui va me mettre en évidence que tant que epsilon est petit, en fin de compte, j'ai un comportement qui est quasi similaire. Mais au fur et à mesure, epsilon grandit. Or, comme il grandit, je vais avoir, à un moment donné, ici, des changements qui vont se mettre en place assez rapidement. Je vais avoir un écart entre la contrainte conventionnelle et la contrainte vraie. Là où ça va devenir vraiment important, c'est dans la zone de striction, puisque localement la déformation en zone de striction va augmenter, puisque je vous rappelle que la section diminue très rapidement. Et donc ça va impliquer que la contrainte réelle ici, donc la contrainte vraie ou la contrainte rationnelle à rupture, sera très éloignée de la contrainte à rupture dite conventionnelle. Alors comment on fait pour obtenir cette contrainte rationnelle à rupture, ou contrainte vraie à rupture? On a besoin pour ça de la force à rupture et de la section finale. La section finale, vous l'obtenez par mesure après rupture directement. Et vous savez qu'on a utilisé cette section finale pour obtenir Z, le coefficient de striction. Donc je peux réinjecter Z ici pour obtenir la contrainte vraie à rupture. Et je vois que cette contrainte vaut la force à rupture divisée par S0, facteur de 1 moins Z. Alors ça, bien sûr, vous l'obtenez directement en inversant ici l'équation, en passant SF naturellement pour obtenir directement le lien avec S0 et Z, soit si vous êtes derrière suffisamment logique, vous comprenez que si Z est une réduction de section, par exemple imaginons que ça vaille 60%, on comprend que la section finale vaudra que 40% de la section initiale, donc 1 moins 0,6 vaut 0,4, donc SF vaudra bien que 40% de la section initiale si vous avez diminué de 60%, puisque Z rend compte de la quantité de diminution. Donc, si je regarde maintenant cette écriture, je vois que j'ai FR sur S0, or FR sur S0, c'est sigma R. Donc, je peux exprimer sigma vrai à rupture en fonction de sigma conventionnel à rupture, et ce dernier est divisé par 1 moins Z. Si je prends l'exemple dont je viens de vous parler, si Z vaut 0,6 ici, c'est-à-dire que si j'ai un coefficient de striction de 0,6, ça veut dire en réalité que l'écart qu'il y a entre sigma R et sigma vrai à rupture, en fin de compte, est bien de l'ordre de 1 sur 0,4, puisque 1 moins Z vaut 0,4. Donc, la valeur qui est ici m'indique en réalité que l'écart qu'il y a entre sigma R et sigma vrai à rupture vaut 1 que divise 0,4. Or 0,4 c'est 2 cinquièmes, donc 1 que divise 2 cinquièmes, c'est égal à 2,5. Ça veut dire quoi? Que la valeur vraie à rupture qui est ici vaut 2,5 fois plus que la contrainte à rupture. On voit qu'on a quand même un écart qui est énorme. Donc faites attention, quand on parle de contrainte à rupture conventionnelle, on est quand même loin de la réalité physique du matériau. Plaçons-nous maintenant dans un repère contrainte vraie, déformation vraie. L'utilisation de ce genre de courbe, alors elle n'est pas fréquente, on est plutôt dans des courbes conventionnelles en général, puisqu'on travaille avec des formations qui ne sont pas fatalement très grandes. Et l'utilité de ce genre de courbe apparaît notamment, et vous vous rappelez, c'était ce qu'on avait dit, quand les déformations vont devenir très importantes, on va avoir des écarts à la courbe qui seront, par rapport à la courbe conventionnelle, qui seront très importants. Donc quand on fait de la mise en forme à grande déformation, par exemple sur les métalliques, on utilisera plutôt ce type de courbe pour rendre compte du comportement. Donc, à ce niveau-là, on peut utiliser des lois qui existent. Donc là, je vous présente une des lois qui existent, qui est la loi de Ludwig, qui exprime à partir du moment où vous avez dépassé le seuil sigma élastique, le comportement du matériau dans la partie plastique. Et là, on va en fin de compte avoir une loi qui n'est plus la loi linéaire qu'on avait utilisée tout à l'heure, qui va être une loi en fin de compte où dès qu'on arrive à la contrainte seuil, donc ici qui vaut sigma E, on a une déformation plastique qui va se mettre en place, et cette déformation plastique dépend de quoi? D'un paramètre matériau qui s'appelle K, donc qui est utilisé ici. Donc vous voyez qu'on a bien un coefficient directeur ici, mais attention, on n'a pas un comportement linéaire par partie, on va avoir un comportement global puissance ici, qui va dépendre de la déformation plastique, et N va être l'indice d'écrouissage, donc l'indice de durcissement. Donc ça, c'est un exemple de loi qui peut être utilisé
pour rendre compte de ce durcissement pendant la mise en œuvre des matériaux. Et vous savez par exemple, si vous pliez une tôle, le risque de plier trop fortement cette tôle serait de l'emmener à la fissure, donc sur la fibre en extension, donc à la rupture prématurée lors du pliage. Donc c'est pour ça que ce genre de lois peuvent être utilisées par rapport à ce genre de mécanisme de mise en forme. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais parce que nous on utilisera notamment les courbes conventionnelles et on regardera l'aspect contrainte vraie, notamment en rupture, mais on n'utilisera pas ce genre de courbe contrainte vraie, déformation vraie. Donc sachez qu'il y a des lois qui existent, la loi de Ludwig fait partie des différentes lois qui existent, il y en a bien d'autres. Là encore une fois, je vous demande si vous êtes intéressé d'aller rechercher dans les différents livres ce qui pourrait parler de ces différentes lois. Voilà, donc si je reprends la partie epsilon plastique bien sûr ici, on voit que, comme on l'a dit préalablement, cet epsilon plastique vaut epsilon moins la partie élastique. Or, dans un triangle élastique, la loi de Hooke est toujours conservée, on a bien epsilon moins sigma sur E. Et ça, c'est vrai aussi en conventionnel. Alors maintenant, on va regarder un autre aspect de ces courbes de traction. On va parler d'énergie plastique et énergie élastique. Et vous voyez ici, je vous ai mis que l'énergie, donc je vais appeler W, va être exprimée en millijoules par millimètre cube ou en mégajoules par mètre cube. Alors là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns au passage. Donc en gros, cette énergie est une énergie de type volumique. Alors déjà, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une énergie? Donc si je reprends par exemple ici une courbe en force déplacement, donc je vais reprendre ce que vous avez l'habitude de connaître, hein, donc ici je vais mettre une courbe en force déplacement, donc je vais même me positionner ici sur ma force à ce niveau-là, donc je vais être sur une force par exemple donc en newton, pardon, voilà, et ici je vais prendre un déplacement que je vais appeler x hein, pour rester homogène avec ce que vous avez l'habitude de voir, histoire de parler du ressort par exemple. Donc je vais prendre ici un déplacement x, et je sais que sur ce déplacement x, si je pars d'un ressort, je vais avoir une loi, je vais avoir une loi linéaire. Donc, ça je reprends bien sûr l'histoire du ressort de Hooke, et comme je suis en force déplacement, la partie qui est ici sera la raideur K de mon ressort. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'énergie de liaison, on a dit que l'énergie de liaison était homogène à l'énergie d'un ressort. Or, l'énergie d'un ressort, donc si je parle cette fois-ci de la valeur énergétique, donc l'énergie d'un ressort, si je prends ça, c'est 1/2 de kx carré. Ça, c'est ce qu'on a vu lors de l'explication de la liaison interatomique. Or, on a vu que l'énergie, si je la dérive, j'obtiens la force, et si je la dérive, j'obtiens la raideur. La conclusion, si j'intègre la force, j'obtiens bien l'énergie. Donc, dans le cas de l'élasticité qui est ici, je vois que l'intégrale de la force correspond tout simplement à l'air qu'il y aura sous la courbe ici du domaine élastique. Donc, quand je parle d'une force et d'un déplacement, l'énergie est bien l'intégrale sous la courbe. Bien sûr, si je regardais après la partie comportementale plastique, je ferais l'intégration sous ces courbes. Donc ici, je pourrais avoir un comportement plastique à ce niveau-là. Donc là, je pourrais continuer. Et je regarderais naturellement toute l'énergie qu'il y aurait en dessous de cette courbe. L'énergie ici, elle est homogène à quoi? Si je fais l'intégrale, je vais avoir à intégrer F en fonction de d de x. Or, F, c'est des newtons. Donc si je reprends ici, je vais avoir des newtons. Et en bas, j'ai des x, donc des millimètres. Donc je vais avoir des newtons fois des millimètres. Conclusion, l'intégrale sous cette courbe, c'est des millijoules. Je vous rappelle que des joules, c'est des newtons mètres. Donc dans un diagramme force-déplacement, j'ai une énergie sous la courbe qui correspond à des millijoules. Or ici, je suis dans un diagramme contrainte déformation. Qui dit contrainte déformation m'indique quoi? Je vous rappelle que la contrainte, c'est F sur S. Et je vous rappelle que la déformation, par contre, c'est un delta L sur L. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué préalablement. Donc si c'est un delta L, excusez-moi, je vais mettre un DL parce que je n'ai pas le delta avec le petit logiciel que j'utilise, un delta L sur L, je comprends dans ce cas-là que l'intégrale qui est ici va être une intégrale qui va me donner sigma en fonction du D de delta L sur L. Sigma,
c'est une force sur une section, donc je vais l'écrire ici. Ce sont donc, si je regarde l'intégrale, une force sur une section. Or, une force sur une section, ce sont des newtons par des millimètres carrés. Et ça, je vais l'intégrer avec des delta L sur L qui sont, alors là, écoutez bien, des millimètres par des millimètres. Vous vous rappelez, c'est une déformation. Ça veut dire qu'en résiduel, qu'est-ce qui va me rester? Je vais bien avoir des newtons fois des millimètres. Donc là, je prends la partie qui est ici, la partie qui est ici, divisé par des millimètres cubes. Or, des millimètres newtons, ce sont des millijoules, et des millimètres cubes, bah, c'est un volume. J'ai donc bien sous cette aire qui est ici, des millijoules par millimètre cube. Alors bien sûr, si vous remplacez millijoules par joule et millimètre cube par mètre cube, vous allez trouver un facteur 10 puissance 6, d'où le mégajoule par mètre cube qui est ici. Donc si je continue ce transparent, j'ai bien l'énergie totale qui est l'intégrale de ma contrainte avec le déplacement lié à ma déformation, donc un d de delta L sur L0. J'ai bien ici mon volume qui apparaît, et j'ai bien donc une intégrale en force déplacement divisée par le volume. Donc faites attention, encore une fois, ne confondez pas le domaine force déplacement contrainte déformation. En force déplacement, l'intégrale qui est ici me donne directement des millijoules, alors qu'en contrainte déformation, l'intégrale me donne des millijoules par millimètre cube, donc une énergie volumique. S'il vous plaît, ne confondez pas les deux types de diagrammes. Donc, vous vous rappelez, on a dit que dans ce comportement-là, si je vais jusqu'à la rupture, je vais avoir une quantité plastique et une quantité élastique. La première partie élastique que j'aurai, elle serait où? Donc on va prendre ici par exemple là, ce domaine qui est ici. Je vais dire que ça, c'est mon domaine élastique initial. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que ce domaine élastique évolue avec le chargement. Donc si je me positionne par exemple en un point qui est ici, j'ai bien sous cette charge-là un domaine élastique qui va se situer, hop, je vais mettre ici, à ce niveau-là. Donc je reprends ma pente et j'ai bien un domaine élastique qui est ici. Donc faites attention, ça veut dire que au fur et à mesure que vous tirez sur le matériau, le domaine élastique bouge, donc l'énergie élastique ici est sous l'aire du triangle. Ça veut dire que le comportement qui est à gauche, comme il est plastique, correspond à une énergie de type plastique. Si je pousse mon raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que le dernier point qui est ici représente le dernier comportement de type élastique, et donc la dernière partie triangulaire qui est ici correspond à l'énergie élastique finale du matériau. Donc si je le représente ici, je vais bien avoir la partie énergie plastique à gauche et l'énergie élastique finale au moment de la rupture. Et donc mon énergie totale correspond bien jusqu'à la rupture à la sommation de cette énergie plastique complète et de l'énergie élastique finale. Et je vous rappelle qu'au moment de la rupture, ça vous le verrez en TP, vous allez avoir une restitution de cette énergie élastique, donc vous allez avoir un bruit net lors de la rupture, et tout ça par contre aura été absorbé par le matériau. Donc, si on reprend la partie qui est ici, on considère que le triangle qui est ici est un triangle élastique, donc la zone qui est ici, donc faites attention, je l'appelle epsilon élastique, mais ça correspond au delta epsilon entre ces deux points. D'accord? N'allez pas me prendre le epsilon complet qui est ici. Je vais bien avoir un epsilon élastique entre ce point et ce point-là. Donc c'est un delta de epsilon qui me donne l'epsilon élastique local. Or, dans la loi de Hooke, je sais que sigma vaut E fois epsilon. Je vois que la droite ne passe pas par 0, donc j'ai le droit de dire que E vaut delta sigma sur delta epsilon. Delta sigma, c'est sigma ici à la rupture, moins 0, donc c'est sigma rupture. Et j'ai dit que le delta epsilon, c'est epsilon élastique. Donc ma loi de Hooke me donne bien que sigma vaut E fois epsilon élastique. Donc, si je prends l'intégrale de ce qui est ici, je vois que c'est un triangle. Or, l'intégrale d'un triangle, donc je peux le calculer ici, mais l'intégrale d'un triangle, c'est quoi? C'est 1/2 fois la base fois la hauteur. Or, la base, c'est bien le epsilon élastique, la hauteur, c'est le sigma, où je suis
au moment où je regarde mon triangle élastique. Donc je peux écrire pour n'importe quel triangle élastique que mon énergie élastique vaut bien 1/2 de sigma fois le epsilon élastique que je suis en train de regarder. Je peux remplacer epsilon élastique par la loi de Hooke. Je sais que epsilon vaut sigma sur E, donc je peux écrire sigma carré sur 2E, mais je sais également que le sigma vaut E fois epsilon élastique, donc je peux donc écrire cette loi comme étant E fois epsilon élastique au carré, cette fois-ci sur 2. Donc naturellement, en fonction de ce que vous avez dans les énoncés, par exemple, vous utilisez la loi que vous voulez, mais de toute façon, avec la loi de Hooke, vous retrouvez toutes les valeurs possibles en sigma, en epsilon ou en modu. Donc voilà comment on obtient directement le epsilon élastique dans n'importe quelle zone, bien sûr, du comportement attraction. Alors, si je regarde la partie plastique qui est ici l'énergie, et que je parle de la ténacité. La ténacité, c'est la capacité à absorber de l'énergie, notamment jusqu'à rupture. Je regarde l'énergie qui est ici. Je vois que c'est de l'énergie plastique qui est absorbée par le matériau pour qu'il puisse glisser en interne, pour qu'il puisse avoir des déplacements internes. Et je vois donc que toute cette énergie plastique est mise à contribution avant la rupture. Ça veut donc dire que la partie énergétique plastique qui est ici est une bonne approximation de cette notion de ténacité en termes d'absorption d'énergie. L'autre définition de la ténacité, c'est la capacité à s'opposer à la propagation des fissures jusqu'à rupture. Ben on le sait, dès qu'on va tirer sur le matériau, il va plastifier, il va créer ici une zone où j'ai de l'écrouissage qui va essayer de se combattre avec un ensemble de craquelures internes, d'où la striction, et le matériau cassera quand toutes ces craquelures internes, ces fissures vont se rejoindre et vont décapiter le matériau. C'est-à-dire quand même que pendant tout ce temps-là, il s'est bien opposé à la fissuration. Donc, quand on parle d'énergie plastique, on parle de ténacité dans un essai de traction. Alors, quelques petites informations pour compléter tout ce qu'on a dit préalablement. Regardons par exemple les limites élastiques. Donc avec les différents matériaux, on a fait la même chose précédemment avec les modules. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Naturellement que, en fonction des liaisons et des qualités de nos matériaux, on va avoir des matériaux qui vont être très résistants, moins résistants. Typiquement, vous le savez, dès qu'on va être sur de la forte énergie de liaison, notamment sur des matériaux iono-covalents comme les céramiques, notamment les céramiques techniques, on va avoir de bonnes résistances, et pareil au niveau des métaux. Donc naturellement, on a des gammes de propriétés, on va avoir des matériaux qui sont plus ou moins bons, typiquement si je prends les céramiques non techniques, entendez derrière tout ce qui va être par exemple terre cuite, briques ou autres. Les verres auront des meilleurs comportements en termes de résistance, bien sûr. Les céramiques techniques, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais les céramiques techniques, c'est tout ce que vous entendrez sous nom de oxyde de quelque chose, carbure, nitrure, borure de quelque chose. Il y a une céramique technique que vous connaissez dans le domaine du GMP, c'est ce qu'on appelle le carbure de tungstène. C'est une céramique qui est très très dure et on l'utilise dans les outils. Vous savez que pour pouvoir perforer des matériaux avec des outils, il faut que nos outils soient très très durs. On peut les rendre durs en y injectant des carbures, typiquement des carbures de tungstène par exemple. Donc ces matériaux sont des matériaux qui sont très très résistants. On va voir bien sûr des métaux qui vont résister fortement également. Globalement, les mousses et les matériaux naturels sont peu résistants, et si on prend les polymères, ce sont des matériaux qui ont des résistances qui sont quand même moins bonnes que les métaux et les céramiques. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici, on va quand même focaliser un tout petit peu sur cette notion-là. Je vois ici apparaître un chiffre autour de 1000. Ça veut dire que des matériaux qui atteignent 1000 sont capables de tenir 1000 MPa de résistance. 1000 MPa de résistance, ça correspond à 1 gigapascal de résistance. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça vous paraît important, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si je ramène ces MPa à des notions de newton par millimètre carré, et que je me rappelle que la notion de Newton, c'est lié à la masse, je ne sais pas si vous vous rappelez, je prends m fois g, la masse, fois g, la masse est en kilos, je multiplie par 10, j'obtiens donc des newtons. Donc 1000 mégapascales, si je prends g autour de 10 à peu près, ça équivaut tout de même à du 100 kg par millimètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les matériaux qui sont ici sont des matériaux qui sont capables de tenir en élasticité 100 kg
sur une section d'1 millimètre carré. C'est juste énorme. Je ne sais pas si c'était le genre de notion que vous pouvez avoir, mais monter à 1 giga de résistance équivaut à 100 kg sur un diamètre de fil, par exemple, d'1 millimètre carré. C'est-à-dire vous mettez un homme suspendu à un fil d'1 millimètre carré de section, votre fil va tenir en élasticité. On n'aura pas atteint le seuil de glissement. Voilà ce que ça veut dire. Naturellement, si on prend les valeurs qui sont ici, bah là, si c'est du 100 kg, je vais passer à 10 kg, je passe à 1 kg, je passe à 100 grammes, 10 grammes, 1 gramme. Voilà comment il faut que vous l'entendiez. Donc ça veut dire que à gauche, j'ai bien sûr des matériaux qui ne sont pas du tout résistants, et plus je vais aller à droite, plus je vais tenir cette capacité en seuil élastique. Même raisonnement sur la partie comportementale à la traction. Je vais donc avoir des matériaux, et on retrouve les mêmes bien sûr ici, s'ils sont bons au niveau de l'élasticité, en général ils vont être bons au niveau de leur résistance, et on voit naturellement ici qu'on a à peu près le même classement que celui qu'on a dit ici. Donc gardez bien dans cette tête cette notion, faites toujours le lien entre les MPa, les newtons millimètre carré, essayez de le ramener à des grandeurs que vous connaissez, donc des kilogrammes par millimètre carré, et ça devient vraiment très intéressant. Vous voyez ici, là on tend à des valeurs qui sont vraiment très élevées en termes de résistance à la traction, c'est-à-dire que typiquement les matériaux de type métallique peuvent engendrer des glissements, et ces glissements montrent quand même une augmentation de la résistance du système, et on a quand même des tenues qui sont assez extraordinaires pour certains alliages métalliques. Alors, je vous ai parlé de ductilité, donc ici, si on regarde les déformations maxi, on se rend compte quoi? On le sait, on l'avait déjà vu, que l'ensemble des céramiques, qu'elles soient techniques ou non, ou carrément les verres, ont un comportement purement fragile, donc eux n'accèdent pas à la ductilité, et ils ont donc des déformations qui seront équivalentes à zéro, donc ils ne savent pas se déformer. Ce sont des matériaux qu'on va appeler élastiques purs, donc purement fragiles. Je vous rappelle que la fragilité, c'est l'incapacité à se déformer plastiquement, c'est donc de la non-ductilité. Donc si on regarde maintenant les métaux, ici, métaux alliages, donc ce sont des matériaux qui sont capables quand même de se déformer plastiquement assez fortement. Et si on prend les polymères, donc faites attention là, il faut faire juste attention à la partie élastomère, donc les polymères, notamment les thermoplastiques, ils peuvent avoir une très forte ductilité. Attention, les élastomères, c'est pas de la ductilité, vous vous rappelez, c'est de l'élasticité non linéaire. Donc ils peuvent se déformer très fortement aussi. Donc ça veut dire que si on veut obtenir des fortes déformations, on va plutôt partir sur les polymères. Et si on veut en plus des déformations élastiques, on va plutôt choisir les élastomères. Maintenant, si je regarde la ténacité, vous vous rappelez, la ténacité, on a dit, c'est ses capacités à absorber de l'énergie. Donc je vais regarder mes métaux, on voit qu'on a des matériaux qui tiennent très fortement cette capacité à absorber de l'énergie, les céramiques largement moins, et que si on prend les matériaux de type polymérique, bien sûr, ils sont moins bons également. Donc, j'ai pas parlé des composites tout à l'heure, si on prend leur comportement mécanique, je vais juste remonter, on voit que ce sont des matériaux qui peuvent obtenir d'excellentes résistances, notamment si on utilise des fibres avec de la résine organique, des fibres orientées. Gardez dans vos têtes par exemple du bois, vous prenez une planche avec des fibres orientées, vous avez une tenue mécanique dans le sens de la fibre qui est extraordinaire, donc typiquement c'est pour ça qu'on peut avoir des matériaux avec de très bonnes tenues, surtout si on utilise de très bonnes fibres, comme la fibre de carbone par exemple. Et on pourrait imaginer, vu que les composites montrent une déformation quasi nulle ici, que ce seraient des matériaux fragiles, c'est-à-dire qui seraient non tenaces comme les céramiques, c'est-à-dire qui ne seraient pas capables d'absorber de l'énergie. Et bien, bizarrement, on voit que les composites sont des intermédiaires entre les métaux et les céramiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais gardez dans votre tête qu'un composite est composé de plusieurs matériaux et surtout possède des interfaces. Dès que vous allez penser composite, vous avez de la fibre et de la résine. Pensez également pare-brise. Un pare-brise, c'est quoi? C'est un feuilletage. C'est des feuilles de verre avec des feuilles plastiques qui sont alternées. Et donc, dès qu'on va créer de l'interface, on va avoir un matériau qui va avoir un comportement à la fissure qui est différent. Prenez une vitre, si elle fissure, elle va casser net si elle prend un choc. Vous prenez un pare-brise, si le pare-brise prend la fissure ne va pas avancer tout droit comme dans une vitre, elle va être déviée. Donc, les composites, qui sont des matériaux fragiles, donc avec un comportement semblable à la céramique, vont avoir cette capacité à dévier la fissure, donc à prendre de l'énergie pour dévier la fissuration grâce
aux interfaces. Donc si la céramique a une faible ténacité parce qu'il ne sait pas freiner la fissure par ductilité, si les métaux sont des matériaux plutôt tenaces parce qu'ils savent s'opposer à la fissure en mettant notamment en place la ductilité, bah les composites c'est un compromis, c'est un matériau composite qui sait dévier la fissure, donc on va avoir une déviation de fissure par des comportements notamment d'endommagement interne, et on aura donc une bonne ténacité. Voilà, donc c'est histoire de faire un peu une explication globale, et on voit que les polymères ici, notamment les thermoplastiques, auraient quand même des comportements en ténacité intéressantes. Alors, l'autre petite partie qu'on pourrait utiliser pour définir la ténacité, histoire que ça vous parle un tout petit peu plus, la ténacité ramener cette notion à la capacité à tenir au choc, à l'impact. Donc en gros, une céramique, du verre, vous balancez une pierre, elle va casser. Un composite, c'est interfacé, vous balancez une pierre, il va mieux tenir que la céramique alors que c'est un matériau de type fragile. Les métaux, eux, vous balancez, ils vont se déformer plastiquement, ils vont donc absorber de l'énergie au choc. Et les polymères, notamment les thermoplastiques, pour certaines catégories de ces matériaux, savent également tenir le choc. Prenez par exemple le plexiglas que vous avez sur les machines-outils, les vitres de protection que vous avez sur les machines-outils, c'est des matériaux polymériques. Et c'est pas du verre de type minéral comme les vitres que vous avez. Heureusement d'ailleurs, parce que si vous avez une pièce qui est éjectée quand vous faites par exemple du tournage ou autre, bah, si c'était une vitre classique, naturellement elle aurait explosé. Alors que si c'est du plexiglas, ce qu'on appelle du PMMA, polyméthylmétacrylate par exemple, parce que plexiglas est un nom commercial, bah, vous avez votre pièce qui va être arrêtée puisque votre plexi sait tenir le choc. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que je ne vous ai pas trop perdu dans toutes ces explications surtout.